Hello les potos, j'espère que vous êtes délivrés et libérés. Allez, let's go! On se retrouve donc avec La Reine des Neiges 2, réalisée par Chris Buck et Jennifer Lee. Alors Chris Buck, lui, il est déjà connu, hein, il a réalisé le Tarzan de chez Disney et c'est le papa de la trilogie des Madagascar. Jennifer Lee, elle, c'est plutôt une scénariste, mais elle est quand même la maman, elle, pour le coup, de la saga de la Reine des Neiges. Hein. Elle a réalisé la Reine des Neiges 1, la Reine des Neiges 2 et la Reine des Neiges, une fête givrée. Donc voilà pour l'équipe de réalisation. Pour le doubleur, tout d'abord, pour Elsa, on n'a plus Anaïs Delva, mais cette fois-ci c'est Charlotte Hervieux. En version originale, on garde la même, hein, c'est Idina Menzel. Alors Charlotte Hervieux, on l'a vu dans la web-série Ulysse, et elle est aussi dans Nos chers voisins. Pour le personnage de Anna, on retrouve Emilou Holmes, en version originale Kristen Bell, pardon. Alors, Emilou Holmes, c'est plus une artiste musicale, hein, c'est vraiment, elle a doublé par exemple Emma Watson dans Le Chant, dans La Belle et la Bête, et elle a aussi quelques petites particularités puisqu'elle double le personnage de Nico dans le jeu vidéo League of Legends. Le dernier personnage, c'est Olaf, qui est doublé par l'excellent Danny Boone, en version originale c'est Josh Gad. Alors Danny Boone, il est vraiment hyper connu grâce à Bienvenue chez les Ch'tis, mais récemment il est apparu dans Le Dindon aux côtés de Ahmed Silla. Voilà pour l'équipe principale de doublage. Pour le pitch du film, alors on se retrouve bien évidemment avec Elsa. Anna, elle, vit toujours heureuse aux côtés de Christophe. Et tout se passe bien à Randall. Elsa continue à protéger le royaume comme elle l'avait promis dans le premier. Et 3 ans s'écoulent. Au bout de 3 ans, un jour, Elsa va entendre une voix au loin, un chant qui va l'attirer. Et elle ne sait pas pourquoi, mais elle sait qu'elle doit y aller. Donc elle y va aux côtés de Anna, Olaf, Sven et Christophe. Et lorsqu'elle va découvrir le secret, elle va se rendre compte que d'où viennent ses pouvoirs, pourquoi elle les a, et la responsabilité qu'implique réellement ce pouvoir. Voilà pour le pitch du film. On passe maintenant à la critique et on commence donc avec Charlotte Hervieux. Alors, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé Charlotte Hervieux. Pourquoi? Parce qu'elle a une voix déjà plus posée, euh, plus, plus maternelle, plus protectrice, plus matriarche, plus reine en fait. Et c'est ça que j'ai bien aimé de elle, c'est que ça dépeint assez bien, cette voix dépeint assez bien la situation d'Elsa à ce moment-là. C'est que c'est vraiment la reine qui protège son royaume comme si c'était son bébé, quoi. Et cette voix très, très sécurisante et tout, je trouve qu'elle était parfaite à ce niveau-là. Je trouve qu'elle remplace très très bien Anaïs Delva. Après, côté chant, et là de nouveau je vais la comparer avec la précédente, je la préfère aussi, Charlotte Hervieux. Pourquoi? Parce que Anaïs Delva, pour moi, c'est vraiment la chanteuse de comédie musicale ou vraiment le type de chanteuse qui sort des écuries Disney. C'est-à-dire vraiment la nana qui a une technique vocale mais parfaite. Mais vraiment parfaite. C'est-à-dire que le moindre vibrato est calculé. Et du coup, elles sont tellement académiques, ces chanteuses, qu'elles en perdent complètement leur identité vocale. Charlotte Hervieux, elle est beaucoup moins parfaite dans la technique, mais par contre, au niveau de l'identité, on la reconnaît vachement mieux. Je préfère, personnellement, je préfère une chanteuse un peu comme Eilish, la chanteuse, qui a une voix, qui n'a pas forcément une technique violente, mais qui a un univers et une voix très très particulière, qu'une chanteuse comme par exemple, j'ai un exemple, Céline Dion, qui a une voix vraiment techniquement vocale parfaite, et qui avec le temps a réussi à placer son identité vocale. Mais au début, quand elle chantait, pour moi c'était juste de la technique vocale. Après, Emilou Holmes, alors elle reprend le personnage de Hannah comme elle l'avait laissé. Le problème, c'est qu'elle le reprend comme elle l'avait laissé. Et c'est là où ça m'a dérangé un petit peu. C'est qu'en fait, 3 ans se sont quand même écoulés depuis le premier. Hannah a évolué, elle a grandi, elle a mûri. Et elle a toujours cette espèce d'intonation, elle a gardé cette espèce d'intonation un peu de adolescente. Vraiment un peu, comment dire ça, insouciante, voilà, qui n'a pas mûri. Or, elle est quand même une reine potentielle d'Arendelle. Je trouve qu'elle aurait juste dû poser sa voix en fait, pour faire une nana un peu plus mûre. Et étant donné le contexte dans le 2, il aurait été normal qu'elle soit un peu plus posée. Donc voilà, ça m'a un peu dérangé le fait qu'elle ait gardé cette intonation qu'elle avait gardée dans le 1. Je trouve voilà, elle a pas marqué l'évolution vocale de Hannah. Côté chant, pour moi, elle a le même problème que, voilà, comme je vous disais, ces espèces de chanteuses de Disney.
techniquement parfaite, voilà, le moindre vibrato est compté pour que ça rentre dans le tempo. Moi j'ai du mal personnellement avec ce genre de voix. Mais elle chante très très bien, attention, ça n'enlève rien à son talent, c'est juste qu'elle est trop académique pour moi. Danny Boone, moi ce que je trouve génial, là je compare clairement un des derniers films d'animation, voire le dernier film d'animation avec celui-là, il a été choisi pour sa voix et son talent. C'est-à-dire que Danny Boone, il a une voix qui, je trouve, qui correspond parfaitement au personnage de Olaf. Cette voix un peu de bobet, mais tellement attachant, tellement adorable, tellement, voilà, on peut que aimer ce personnage. Il est bête, mais il est tellement amour, ce personnage. Alors que, pour comparer, le dernier film d'animation que j'ai fait, c'est La famille Adams. Ils ont donné à Kev Adams le doublage de Gomez Adams. Et là, c'est clairement pour conquérir un public de jeunes, ils ont mis Kev Adams. Bah non. Voilà. Pour moi, c'est plus logique de dire, bah peut-être Danny Boone, il n'a pas de succès auprès des enfants, mais il va incarner vraiment la voix du personnage de Olaf à la perfection, et c'est le cas. Et c'est le cas, et d'autant plus, on voit que c'est un gars de talent, parce qu'il réussit à faire à faire rire des enfants, pardon, rien qu'avec sa voix, et avec des blagues qu'il n'utilise pas dans ses spectacles, parce que lui, son public, c'est des adultes, c'est pas des enfants. Donc voilà, on voit que c'est quelqu'un avec du talent, et je trouve que vraiment, c'est le meilleur du film. Personnellement, c'est le meilleur doublage. Après, concernant la critique graphique et animation. Première chose, vous allez voir que dans ce film, les quatre éléments primaires, hein, c'est-à-dire la terre, le feu, l'eau et l'air, sont très importants. Et ils seront les quatre extrêmement bien faits. Extrêmement bien faits. Le problème, c'est on aura la sensation que dans l'équipe, il y a eu quatre mini-équipes qui se sont faites, et chacun s'est occupé d'un élément, et chacun l'a fait à sa sauce. Très bien, très 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 bien, mais à sa sauce. Je vous donne un exemple. À un moment donné, il y a une scène avec de l'eau. Et franchement, j'ai jamais vu une eau dans un film d'animation aussi réaliste que dans celui-là. L'eau dans ce film est juste... J'ai jamais vu ça. C'est parfait, c'est réaliste à mort. À un moment donné, même dans cette scène, il y a des personnages. J'ai eu la sensation qu'ils avaient incrusté un personnage dans une scène réelle filmée en live, quoi. Tellement l'eau est réaliste. Et à côté, on a le feu, qui est très bien fait. Sauf la patte artistique est plus dans le cartoon. C'est un feu qui est dessiné, c'est un feu qui est de dessin animé. Donc quand on compare les deux travaux, ils sont très beaux les deux, mais ils ont les deux pattes artistiques complètement différentes. Donc en fait, on a l'impression que la direction artistique, ils ne se sont jamais consultés. Et c'est ça le petit défaut du film. Autre chose à chaque année, je suis abasourdi par les avancées technologiques à ce niveau-là, c'est la pilosité. Genre les cheveux, la barbe, les poils d'animaux, les moustaches, enfin tout ça. Je m'en souviens moi à l'époque, quand j'avais vu Les Indestructibles, j'avais vu le making-of, et l'équipe technique avait dit, purée, on en a chié pour faire les cheveux de Violette, ça a été une galère. Et là, quand je vois celui-là, et que je vois les cheveux de Elsa qui sont juste dans ce film, vous allez le voir, au niveau technique, c'est incroyable. Franchement, chaque année, c'est de plus en plus beau, quoi. C'est vraiment terriblement beau. Et justement, quand on compare avec Violette, ça paraît tellement rien à côté maintenant. Tellement les cheveux de Elsa sont magnifiques, on prend l'impression qu'on pourrait prendre la mèche et qu'il y aurait les cheveux qui se... L'Oréal, quoi. C'est genre, on prendrait le personnage, on lui cache la tête, on met juste les cheveux, une pub pour L'Oréal, tranquille. Après, pour les animations, euh, alors, c'est pareil, il y a du budget sur la table, il y a du boulot de ouf, avec des trucs tout bêtes. Exemple, genre un personnage qui se blottit contre un coussin, voilà, comme ça, puis il y a cette espèce de petite, voilà, de petit tic comme ça pour se mettre à l'aise. Le fait de faire bouger l'épaule, clairement, travaille sur le muscle qui est là, et tous ces petits détails, c'est très fin. Mais le fait d'avoir travaillé sur l'anatomie du corps, de se dire qu'en faisant bouger ça, ça fait bouger, voilà, cette partie-là, hein, tout le muscle pectoral, c'est des petits détails comme ça qui font purée. Les gars, ils ont été chercher là. En plus, c'est super bien décomposé. On a vraiment ce côté très réaliste. Un petit sourire qui fait lever la pommette, qui fait les petites pattes doigts ici. Vraiment, il y a un travail d'animation. Alors, on voit que l'équipe de chez Disney, ils rigolent pas, quoi. C'est des putains de professionnels et ça se voit, quoi. C'est un truc de fou. Au niveau animation et graphisme, je pense que pour l'instant, il n'y a pas mieux. Honnêtement, il n'y a pas mieux. Après le scénario. Alors, je vais d'abord commencer avant de parler du scénario, pour vous parler quand même de ce qui s'est passé avant, parce que c'est important. Je suis rentré dans la salle. Alors, il y avait beaucoup d'enfants, des petites filles, des petits garçons, leurs parents, tout allait bien.
je m'assois, commence les premiers trailers. Premier trailer, un petit dessin animé avec un écureuil, avec un hérisson, bref, voilà. Logique, on fait un trailer d'un dessin animé puisqu'il y a des enfants, c'est logique. Deuxième trailer, c'est une pub. La Barbie, Elsa Reine des Neiges. Ok. Deuxième, une pub. La boîte à bijoux Lego, Reine des Neiges. La troisième pub, c'était quoi? Ah oui, le costume de Elsa, bien évidemment. Le quatrième, c'était une espèce de bracelet. Un peu à la manière, vous savez, ils avaient vendu un temps les Spider-Man là, pour balancer l'étoile. Ben maintenant, c'est pour balancer des flocons de neige. Voilà. Et directement, je me suis dit, purée, mais c'est abusé, quoi. On est comme aux États-Unis, quoi. On balance du marketing, vas-y, que je te bourre le crâne de tout ce que... Et puis évidemment, la petite fille à côté de moi, elle a vu le truc qui balance de la neige, qu'est-ce qu'elle a fait? Maman, tu me l'achètes? Et la mère, déjà, elle était, ah non, non, on verra. Directement. Je trouve ça tellement... Je suis désolé, mais je trouve ce marketing tellement... Pute. Genre de profiter de ce moment-là pour en gros foutre la merde avec les parents. Voilà, je trouve ça vraiment abusé, quoi. Franchement, c'est abusé. Donc là, ça m'a énervé en soi déjà. Donc déjà, j'étais avec un a priori pas très très bon pour le film. Et après, le film en soi, tout le long, vous avez déjà des personnages et des éléments qui sont complètement inutiles, mais vous vous dites déjà très bien, ah bah ça, ils vont faire une peluche de ça. Ah bah ça, ils vont en faire un costume. Ah bah ça, ils vont en faire un stylo. Ah bah ça, ils vont en faire une crème pour les pieds. Ah bah ça, ils vont en faire des gants de médecin. Enfin, tout est bon. J'ai vraiment l'impression d'être un téléshopping spécial pour enfants, quoi. C'était hallucinant. Après l'histoire en soi, hyper anecdotique. C'est vraiment l'histoire typique des Walt Disney 2. Vous voyez, genre Roi Lion 2, les 102 Dalmatiens, etc. C'est vraiment le 2 qui sert à rien. L'histoire, elle sert à rien. Les personnages n'évoluent pas, si ce n'est les 10 dernières minutes du film. Vraiment, ils évoluent les 10 dernières minutes. Il y a, hop, on change vite les pions de place sur l'échiquier pour éventuellement relancer une intrigue dans le 3. Et voilà. Les personnages n'ont pas évolué tout le long du film. Il y a juste eu des scènes un peu tire-larme. Vous voyez, c'est vraiment le truc pour donner de l'émotion. Ou juste pour faire oh c'est trop mignon, j'en veux un. Voilà, j'en voyais déjà des trucs, genre de trucs. Ou ah il est rigolo, à la fin, bah tiens il fait ça, ah bah tiens il a ça, je veux ça. C'était vraiment une espèce d'étalage un petit peu de produits dérivés. Donc déjà j'étais dans cet a priori là. Donc déjà le scénario ne m'a pas permis de sortir de cet a priori de base. Et en plus, vraiment, je vous jure, vous regardez le film, il y a des personnages qui sont juste mis pour être plus tard des peluches. C'est hallucinant. Ça n'a servi à rien d'autre qu'à ça. Ensuite, dernière chose. Les Disney, on est d'accord qu'en général, ils ont toujours un message enfermé. Par exemple, le premier Disney, c'était clairement la tolérance envers la différence. Et je trouve que ça avait été amené de manière... Moi, j'ai personnellement pas aimé le scénario du 1, mais le message apporté était amené de manière très douce auprès des enfants. Et très compréhensible. Et je trouvais ça vraiment bestial de la part de Disney d'avoir traité un sujet d'actualité comme ça, et de manière aussi douce auprès des enfants. C'était vraiment le seul point positif que j'avais du premier. Mais là, le message, il est pourri. Il n'y en a pas en fait. C'est le message par défaut, quand on ne sait pas quoi faire, on prend ce message qu'on a utilisé dans les premiers Disney. Dans les années 50-60, on utilisait ce message, mais on le prend et on l'utilise de nouveau ici. Donc du coup, vous avez un scénario râlez pas crête, vraiment pourri. Vous avez des personnages qui n'évoluent pas. Et un message tout naze, tout pourri. Donc voilà, au final, l'histoire, elle n'apporte rien, quoi. Rien de rien. Pour ce qui est de la BO, alors, c'est vrai que ces dernières années, quand même, Disney nous a pas habitués à apporter une BO avec des chansons incroyables et mémorables. On est très loin des Disney de l'époque des Aladdin, de la Petite Sirène, de Le Roi Lion, Dumbo, 100 Dalmatiens, etc. On est vraiment très très loin de cette époque-là. Et là, ils essaient quand même d'apporter des chansons avec des paroles intéressantes, ou en tout cas faciles à retenir, des mélodies sympas, tristes, lentes, rapides. J'aime bien cette volonté de conserver cette philosophie qu'ils ont depuis le début, en fait. C'est génial. Le seul problème, c'est que déjà, c'est moins fort que dans le premier. Hein, sont moins fortes, les morceaux sont moins forts. Mais c'est la mise en scène de ces morceaux. C'est très mal amené dans le film. Pour moi, les Disney, ils avaient une force à l'époque. C'est que chaque morceau musical était apporté soit pour dépeindre un personnage, soit pour faire un bond énorme à l'intrigue. Je vais vous prendre l'exemple du Roi Lion. Deux musiques du Roi Lion. La première, c'était Je voudrais déjà être roi de Simba. Qu'est-ce que cette chanson explique?
c'est que Simba est un roi prétentieux qui croit qu'il peut tout faire, mais après la musique, tout après, il rencontre les hyènes et il se rend compte qu'il n'est pas aussi puissant que ça. Hop, ça dépeint un personnage. Deuxième musique du Roi Lion que je voulais mettre en avant, c'est Soyez prête quand Scar la chante. C'est la partie où Scar, avec les hyènes, crée le plan de tuer Mufasa et d'exiler Simba. Donc c'est vraiment le truc qui va faire exploser le film, en fait, qui va complètement casser l'intrigue. Et c'est génial. Mais là, les musiques, c'est vraiment genre... Je vous explique une scène qui n'existe pas, bien sûr, tout est inventé par moi, mais Olaf qui marche, il fait tomber sa carotte, il ramasse, puis il dit, ah bah tiens, c'est un micro, puis il chante. Voilà. Et ça ne fait évoluer absolument pas le scénario, hein, ça n'apporte rien. Il chante une chanson. Et en plus, c'est que toutes les chansons chantées sont mises en scène comme un clip. Genre, par exemple, il prend le micro, puis après, il y a tout qui se met noir, il y a un projecteur qui s'allume au-dessus de sa tête, il prend un chapeau qui sort de je ne sais où, et il commence à chanter, puis en chœur, derrière, il y a les petits chats qui sont sur les toits, ou les petits chiens qui passent, qui font les chœurs. Puis hop, il finit la chanson, il te remet le nez, puis sa carotte sur le nez, puis il se barre. Je me dis, mais ça servait à quoi ce morceau musical? En quoi ça fait évoluer l'histoire? En quoi ça fait évoluer le personnage? Et en quoi les paroles ont une importance dans l'intrigue? Rien, aucune. Donc voilà, je trouvais ça dommage. Je trouve bien qu'ils essaient de conserver cet esprit de comédie musicale, enfin pas de comédie, mais de film musical pour enfants, mais il faut qu'ils travaillent un petit peu plus la force des paroles, la mélodie et surtout le fait de les intégrer correctement dans l'histoire, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, je crois que j'ai un petit peu fait le tour. En conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors, si vous n'avez pas aimé le premier, évidemment vous n'aurez pas le deuxième, ça c'est clair. Si vous avez bien aimé le premier, restez-en au premier. Ne regardez pas le 2 parce qu'il est vraiment pas terrible. Si vous avez vraiment adoré, bah alors allez voir le deuxième parce que vous allez revoir les personnages que vous kiffez, tous, etc. Et si vous avez des enfants, honnêtement, vous allez avec vos enfants, ils vont kiffer à mort, surtout Olaf. Moi, franchement, les enfants autour de moi, ils étaient en kiff sur Olaf, ils se marraient tous avec Olaf. C'est ça qui était cool. Donc voilà, c'est un film qui, pour moi, personnellement, n'a aucun intérêt. Après, je suis pas peut-être le bon public non plus. C'est plus pour les enfants. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour du film. J'espère que vous avez aimé ma critique. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire, hein. Vous vous abonnez à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de geler le petit pouce bleu et de partager la vidéo avec vos proches. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.